Et bonjour à tous et à toutes. Et la première présentation va démarrer sous peu avec Frédéric Verdol de la Banque mondiale. Et je passe la main au professeur Hussein Suprême qui va introduire Frédéric Verdol. Donc, bienvenue à notre troisième journée des écoles d'automne et d'été de 2025. Donc, comme l'a annoncé tantôt professeur Everton Calixte, nous allons avoir une présentation de Monsieur Frédéric Verdol pour vous présenter notre conférencier de ce matin qui aura à nous entretenir sur la transition énergétique des pays en voie de développement et certains cas d'études. Donc, Monsieur Verdol est le chef de programme d'infrastructure pour l'Afrique de l'Ouest avec la Banque mondiale. Il a plus d'une vingtaine d'années d'expérience de la planification et des réseaux et la planification et exploitation des réseaux électriques. Ses précédents travaux à la Banque mondiale lui ont mené à occuper plusieurs postes, principalement au niveau de l'EDF, donc l'électricité de France. Donc, M. Verdol détient également une maîtrise en ingénierie de l'EPF et également une maîtrise en optimisation et en gestion de l'environnement de l'école Paris-Mines. M. Verdol, je vous donne la parole. Je vais commencer par mes conclusions et puis ensuite on va dérouler. Donc un peu échanger sur ce qu'on appelle la décarbonation, la transition énergétique dans les pays en développement. Comme vous le savez, c'est un sujet qui fait beaucoup l'actualité, surtout pendant les conférences climatiques, étant donné que le carbone et le dioxyde de carbone, on est entre techniciens, donc on va parler technique. Hein. C'est une molécule assez stable qui dure plusieurs dizaines de milliers d'années dans l'atmosphère. Et donc, historiquement, le stock de CO2 dans l'atmosphère n'a pas été émis par les pays en développement. Donc une des principales questions sur la transition énergétique des pays en développement, c'est pourquoi les pays en développement devraient être ceux qui font l'effort de décarboner leur économie, alors que ce sont les pays développés qui ont émis la plupart du CO2. Donc ça, c'est une question qu'on va essayer d'adresser, et puis j'aimerais bien vous échanger avec votre avis sur ça. Et ensuite, je vais un peu parler du coût de cette transition énergétique, parce que comme toute transition, ça a un coût. Ça, je vais aborder quelques notions que j'enseigne également en école de commerce, en master de changement climatique et de climate finance. Et ensuite, on va parler des exemples de pays. Donc, oui, voilà, comme je vous le disais, pourquoi décarboner dans les pays en développement alors que ce ne sont pas les principaux contributeurs de ces émissions. Trois raisons principales, selon moi. La première, qui est la plus évidente, il y a de plus en plus de désastres naturels qui sont liés au changement climatique, comme vous voyez sur le graphe ici, l'occurrence des événements qui sont soit des inondations, soit des ouragans, soit des tempêtes, soit d'autres types d'événements, des sécheresses, notamment en Afrique de l'Ouest où je me trouve actuellement. Ce sont des événements qui ont une occurrence de plus en plus importante. Et la deuxième chose, c'est que leur impact est beaucoup plus important sur les pays en développement que sur les pays développés. Les impacts, notamment comme vous voyez ici, sur le nombre de décès, malheureusement, mais également les impacts sur l'économie de ces pays. Les calculs sont en cours sur l'ouragan Mélissa qui a touché la Jamaïque et Haïti il n'y a pas longtemps. Mais si on regarde l'impact, par exemple, de l'ouragan Maria qui a touché l'île de la Dominique, ça a fait reculer le PIB de ce pays
de 10 ans, en fait, en arrière. Contrairement à un pays développé où l'impact est beaucoup, beaucoup moindre sur le plan économique. Donc ça fait que pour des raisons évidentes d'atténuation de ces impacts climatiques, mais aussi d'adaptation à ces événements qui sont de plus en plus importants, la transition énergétique dans les pays en développement est un impératif pas seulement économique, mais également un impératif de développement tout court. Donc, ce premier point-là, il est évident, mais il vaut mieux le remettre de manière explicite pour qu'on soit tous d'accord de pourquoi on fait ça. Le deuxième point, qui est celui qui nous intéresse le plus, et là-dessus il y a des thèses là-dessus, mais c'est sur le progrès technique et l'enjeu des développements et des développements techniques et technologiques sur la transition énergétique et sur le développement tout court du pays. Je m'explique. Là, vous savez, le lien entre la consommation énergétique par habitant et le PIB par habitant est plus ou moins linéaire, dans le sens où il y a une corrélation directe et immédiate entre ces deux facteurs. Vous pouvez prendre les courbes dans tous les sens et ça montre à peu près cette linéarité, cette constante. Mais la chose qui diffère, c'est que les progrès techniques, une fois qu'ils sont intégrés, permettent de faire ce qu'on appelle des sauts, des leapfrogs, pour pouvoir éviter d'utiliser des technologies qui étaient les technologies les plus en pointe à un moment donné du développement industriel, mais qui ne le sont plus. Donc on voit ici sur ce graphe quelques exemples entre la COP de Paris en 2015 à gauche et 2030 les projections. On voit que certaines technologies qui étaient naissantes ou matures, donc ça c'est un tableau qui montre la maturité des technologies bas carbone. Donc typiquement, si je prends ici à gauche l'acier, l'ensemble de l'acier qui était fait en 2015 était fait avec des énergies fossiles. Aujourd'hui, vous avez des aciéries qui fonctionnent avec de l'électricité et certaines avec de l'électricité verte. Donc c'est pareil pour les cimenteries, pareil pour l'ensemble des industries énergie intensives. De plus en plus, il y a une maturité dans l'usage des technologies bas carbone, pareil pour l'agriculture. Et de plus en plus, on voit que ces technologies deviennent matures. Je me souviens, et avec le professeur Calix, on en a beaucoup discuté, l'intégration de pompes solaires pour faire de l'irrigation pour les agriculteurs. On en a parlé en Haïti, dans beaucoup de pays. Il y a 10 ans, ce n'était pas mature, la technologie. Aujourd'hui, avec les développements qui se sont faits, notamment en Inde, ce sont des technologies qui sont totalement compétitives et matures par rapport à des pompes diesel ou des pompes électriques. Enfin, des pompes connectées au réseau à l'électricité. Donc ça fait que le progrès technique nous oblige, comme j'ai dit dans le titre, à regarder un peu en avance de notre temps, puisque ces technologies-là prennent du temps à être déployées sur le terrain. Et donc la transition énergétique de pays en développement passe aussi par la réflexion sur comment on intègre au mieux ces technologies qui sont matures ou à la limite de la maturité et donc de la rentabilité, comment on les intègre dans le processus de développement des filières. Beaucoup à dire sur cet aspect, progrès technique. J'espère qu'on va pouvoir en discuter. L'aspect progrès technique dans le secteur de l'électricité, c'est un petit, comme vous voyez, c'est un petit maillon de la chaîne. Il y a beaucoup d'autres choses à regarder, notamment dans les usages de l'électricité. Donc je m'arrête là pour ce transparent, pour revenir sur les détails, mais clairement pour moi c'est un des points les plus relevants, les plus importants, pour lesquels on devrait regarder de près la transition énergétique dans nos pays. Et le troisième point qui
et comme disent les Américains, it's the economy. Et je ne dirai pas le reste. Donc, le troisième point, c'est l'aspect économique, évidemment. Les impacts positifs économiques de certaines technologies ici sur le graphe, les technologies solaires connectées au réseau, sont bien plus intéressants que les impacts climatiques et vont dans le même sens en plus. Donc, quand vous avez Monsieur Suprême, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais Monsieur Calixte et moi, on a connu une époque où le solaire était subventionné pour pouvoir être connecté, pour pouvoir être rentable. Et donc, aujourd'hui, sans subvention, le solaire et stockage permet d'avoir une technologie qui est utilisable à quand on le souhaite et qui est moins chère que les technologies fossiles. On a plein d'exemples comme ça. Vous voyez tout à droite de la courbe les projets en Afrique du Sud. Ben, ces projets en Afrique du Sud, en fait, étaient en compétition avec des projets gaz. Et le fait est que le solaire et batterie est arrivé moins cher que les technologies gaz ou les technologies thermiques. Donc, dans la plupart des pays, c'est aujourd'hui le cas. Et même les pays qui ont des ressources fossiles font leur énergie, leur transition énergétique avec leurs ressources fossiles, mais également avec les énergies solaires, parce que c'est clairement dans leur plan directeur, leur schéma directeur, c'est la technologie à moindre coût. Donc, ici, un petit bémol quand même. On peut avoir des coûts du solaire, et les coûts que vous voyez ici sont centimes de dollars en coût complet par kilowattheure, donc sur toute la durée de vie de la centrale solaire. Pour vous donner un ordre de comparaison, la moins chère des centrales thermiques connectées au réseau de Port-au-Prince est, si je ne me trompe pas, dans les entre 25 et 30 cents du kilowattheure, dépendant du prix du fuel que vous mettez dedans. Donc là, vous voyez, c'est un ordre de coût c'est un ordre de grandeur de presque 10 en moyenne. Donc clairement, ça veut dire que si vous vous procurez des centrales solaires avec stockage compétitif, ces centrales sont le moindre coût, l'approche à moindre coût, et ensuite sont bénéfiques à la transition énergétique nationale. Maintenant, pour que ça ait un impact économique, il faut encore que votre production électrique à moindre coût puisse se transformer en tarif compétitif pour les utilisateurs de cette électricité et puisse se transformer en opportunité économique pour ceux qui utilisent cette électricité. Effectivement, si vous avez une électricité qui est à très bas coût, mais que le tarif est tellement cher qu'un fabricant ne peut pas faire une usine pour fabriquer des vêtements ou pour fabriquer quelque chose derrière, l'enjeu d'avoir de l'énergie à bas coût n'a plus d'intérêt si derrière l'outil productif ne fait pas d'emploi et de production derrière. Donc tout ça c'est lié. Évidemment, c'est juste un maillon de la chaîne, la production d'électricité. L'ensemble de la chaîne dépend de ce maillon. Donc ça c'est une des troisièmes raisons où j'aime beaucoup insister, parce que il y a encore 5-8 ans, les principaux rapports qui sortaient sur le sujet préconisaient de faire du solaire pour des raisons climatiques. Aujourd'hui, on n'a même plus à le dire, on préconise de faire du solaire parce que c'est l'approche la moins chère, tout simplement. Et donc, dans certains pays, on a des exceptions, comme par exemple des pays qui ont des gros potentiels hydroélectriques ou géothermiques ou éoliens. Effectivement, ça peut sortir à des coûts similaires. Mais dans la plupart des pays qui se situent entre les tropiques, la technologie solaire est clairement celle qui est aujourd'hui privilégiée. Et donc ici, c'est juste une synthèse
du premier rapport que la Banque mondiale a sorti sur la transition énergétique dans les pays en développement, qui s'appelait Scaling Up to Phase Down. Donc, en gros, augmenter les efforts ou concentrer les efforts pour pouvoir réduire l'empreinte de l'énergie fossile dans le mix énergétique. C'est ça que ça voulait dire, notre titre. Et donc, pour résumer en une phrase ce graphe, ce visuel, c'est juste pour dire que les institutions et le rôle de l'État pour amorcer la pompe, si on veut, pour commencer à mettre en place les différentes briques pour que la transition énergétique se fasse, ben ça c'est essentiel. On a eu beaucoup de pays qui ont du potentiel énorme en solaire ou en hydroélectricité, et malgré ça, leur transition énergétique n'a pas pu se faire parce que il manquait des institutions ou parce qu'il manquait des différents textes de loi qui favorisaient ce développement. Donc, c'est pas parce que vous avez des ressources énergétiques propres que vous serez capable de les exploiter à plein. Il faut également avoir derrière toute la mécanique pour que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne avec les flèches vertes ici, ça fonctionne après de manière quasiment automatique et en croissance. Mais il faut pour cela avoir les institutions qui sont mises en place. Donc ça, on pourra revenir dessus sur les aspects institutionnels. On va revenir dans les cas d'études sur ça. C'est un point très important et c'est un point qui est souvent mis à côté parce que c'est un point un peu rébarbatif. Construire, mettre en place et faire monter en capacité des institutions et des plans et des lois pour que tout ça fonctionne. On pense que c'est la partie la plus simple ou la partie la plus inutile, mais en fait c'est critique. Donc ça, ce rapport-là est disponible sur le site de la banque. Je crois que quand vous aurez les présentations, le lien est actif en cliquant dessus, vous allez directement sur le rapport. Donc le coût de la transition est évidemment quelque chose à prendre en compte. Ici, deux remarques liminaires. La première, c'est que toute transition énergétique ou autre a des gagnants et des perdants, parce que vous passez d'un équilibre à un autre équilibre. Et donc, évidemment, ceux qui étaient qui bénéficiaient du premier équilibre ont tout à perdre à faire une transition. Et donc, l'enjeu d'une transition énergétique qui est un succès sera de bien prendre en compte l'ensemble des acteurs de cette transition, y compris ceux qui perdent dans l'affaire. On en a discuté il y a à peine un an avec le gouvernement de la Barbade, où on a identifié les acteurs et puis les personnes, par exemple, qui avaient le plus à perdre étaient, à notre grande surprise, les distributeurs de fuel. Parce que eux disaient, si tous les véhicules sont électriques à 2030, moi, j'ai plus de raison d'être, et je perds mes emplois. On avait pas mal de choses qu'on avait préconçues et qui ne s'étaient pas faites, et puis de l'autre côté, des choses qu'on n'avait pas envisagées. Et donc, en accompagnant les différentes personnes qui perdront de cette transition, vous facilitez la transition, finalement. Parce que sinon, la transition ne se fait pas au rythme où vous souhaitez. Donc ça, c'est un facteur important. Il faut estimer les coûts et impacts pour tous les acteurs de la transition énergétique. Il y aura des gagnants qui vont être dans les nouvelles technologies, les technologies propres, mais il y aura également des personnes affectées. La deuxième raison pour laquelle je voulais faire un chapitre sur les coûts, c'est parce que c'est pas vraiment sur les valeurs absolues, les valeurs de combien ça coûte. En soi, c'est pas ce qui est critique pour vous à savoir, parce que ces coûts-là, ils sont ce qu'ils sont et puis ils évoluent dans le temps. Ce qui est important là, c'est si ces coûts-là sont atteints et si ces efforts d'investissement en transition énergétique dans tous les pays sont atteints, ça impacte par contre les coûts de technologie.
et les recherches en développement et la maturation de technologies comme les batteries et d'autres choses de ce genre-là. Et ça peut impacter le coût des batteries une fois qu'elles arrivent au port de Port-au-Prince. Donc ça c'est important par contre. Le fait que la transition se fasse dans plusieurs pays et que ça fasse évoluer les technologies qui sont de moins en moins chères, ça a un impact direct sur la transition énergétique à faire en Haïti et à quel coût ça va sortir. Donc les coûts que je vais vous montrer en soi ne sont pas vraiment importants. Ce qui est important, c'est les tendances. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de dire. Et pour donner un exemple de ça sur les technologies, par exemple, il y a encore 5 ans, on n'avait pas les panneaux solaires qu'on a aujourd'hui qui ont, qui sont quasiment auto-nettoyants, c'est-à-dire qu'on a certains panneaux solaires maintenant, on fait passer un faible champ électrique qui permet d'avoir des vibrations qui enlèvent certains ou la plupart de la poussière qui peut se déposer sur les panneaux. Donc sur les pays où il y a une forte pluviométrie, comme dans la Caraïbe, ça compte pas tellement. Sur les pays au Sahel, où il y a dans le désert, ça compte beaucoup, ça. Parce que quand vous avez des panneaux solaires qui sont à 100 km et que vous n'allez pas nettoyer chaque mois, c'est important d'avoir des technologies comme ça. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a des progrès techniques qui ont été faits grâce à la transition énergétique qui a baissé le coût du solaire et fait le développement de nouvelles technologies. Donc ici, les grands ordres de grandeur, on va compter ça. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en moyenne, le financement pour des technologies propres, donc le climate finance, qu'on appelle pompeusement comme ça, a un taux de croissance annuel d'à peu près 7% depuis une quinzaine d'années. C'est important, c'est plus important que le taux de croissance de l'économie mondiale, mais ce n'est pas assez important pour rejoindre les ambitions climatiques mondiales. Ça, on le voit au slide suivant. Vous voyez le vert là qu'on avait au slide précédent, c'est ici. Et l'ordre de grandeur qu'on devrait avoir pour atteindre les objectifs qu'on s'est tous fixés à la COP de Paris en 2015, c'est d'avoir au moins 4 fois plus de financement climat pour les technologies propres en mitigation et adaptation. Donc clairement on n'est pas à l'échelle des enjeux. Le point positif, c'est que la croissance continue sur ces secteurs de technologie propre et qu'on a encore des bienfaits qui sont liés à ça. Un des bienfaits, par exemple, le coût des batteries au lithium a été divisé par 8 sur les 10 dernières années. Donc on parle même pas de pourcentage, on parle de quasiment divisé par 8 le coût initial d'un investissement. Donc moi, j'étais en université comme vous il y a 20 ans et le préambule de mes cours, c'était l'électricité ne se stocke pas ou alors se stocke mais ça coûte très cher. Aujourd'hui, vous avez des manuels d'ingénieurs qui montrent qu'on peut avoir des technologies de stockage qui sont compétitives économiquement et qui sont matures surtout, qui durent 20-25 ans sans qu'on touche. Donc ça c'est un gros changement. Et ça, c'est grâce au financement climat, notamment. C'est bon, je continue? Donc ici, c'était pour vous montrer l'échelle de grandeur des efforts qui sont fournis et des efforts à fournir pour atteindre notamment la barre des 1,5 degrés qu'on sait aujourd'hui qu'on ne va pas atteindre. Un schéma simplifié de où va l'argent. Ça, c'est important à savoir aussi. Et d'où il vient. Il vient principalement du secteur public. Et donc, ce qu'on entend par secteur public ici pour les pays en développement, ça inclut les bailleurs. Et les secteurs privés, ça inclut les banques et les corporates, c'est-à-dire les compagnies qui investissent elles-mêmes. La plupart de l'effort va pour ce qu'on appelle l'atténuation des impacts climat, donc typiquement les énergies renouvelables,
et un peu pour l'adaptation. L'adaptation, c'est des projets qui réduisent, qui atténuent l'impact des désastres climatiques. Typiquement, reforestation d'une mangrove, ça c'est un des projets typiques que beaucoup de pays font maintenant pour réduire l'érosion côtière, par exemple. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour schématiser ce graphe, en fait, la plupart du financement pour le changement climatique vient du secteur bancaire et des bailleurs dans les pays en développement, et la plupart va aujourd'hui en Asie, notamment en Chine, où il y a un énorme besoin, un énorme appel d'air pour des besoins d'énergie renouvelable. Donc c'est aujourd'hui le cheminement de financement. Ce graphe-là évolue beaucoup d'une année à l'autre, hein, et les chiffres également évoluent beaucoup. Le fait que l'Amérique latine et Caraïbes aient un si faible volume, ça varie parfois du simple au double d'une année, hein, en fonction du type de projet, de la quantité de projet. Et il y a des projets comme l'hydrogène vert où on ne sait pas encore trop bien où le mettre, est-ce que ça contribue ou contribue pas. Tout dépend où est consommé cet hydrogène, pas où il est produit. Donc là aussi, c'est encore une chose intéressante qu'on pourra discuter. La production de biofuel au Brésil ou d'hydrogène vert au Chili, c'est le pays qui consomme ce fuel propre qui fait des efforts de transition énergétique. Le pays qui les produit, c'est juste un producteur de fuel. Donc là encore, il y a un problème de comptage dans ces projets. Donc ici, je voulais juste vous faire un rappel sur cet engagement à 100 milliards de dollars. En gros, à la COP de Paris en 2015, les pays OCDE ont promis d'aider les pays en développement à hauteur de 100 millions de dollars annuels pour les aider à leur transition énergétique notamment. Cet effort n'a jamais été atteint, a été atteint très récemment, on va dire. Et depuis, en fait, les pays en développement ont dit oui, mais non seulement vous devez nous aider pour cet effort, mais en plus vous devez nous dédommager parce que c'est nous qui subissons les impacts aujourd'hui de ce que vous avez créé sur le changement climatique. Donc vous avez sûrement entendu parler de Loss and Damage Fund. C'est un fonds qui est en plus de cet engagement et qui demande aux pays développés d'aider aussi à atténuer les impacts. Typiquement, le cyclone Melissa qui vous a frappé Jamaïque. Le Loss and Damage Fund, quand il est en place ou quand il sera en place, est censé aider à faire les réparations de ces dommages. Donc ça, je l'ai mis parce que c'est un enjeu important sur le financement climat et ça joue beaucoup sur la vitesse à laquelle certains pays font leur transition énergétique. Ceux qui ont accès à des financements d'autres partenaires vont beaucoup plus vite, on le verra dans les cas d'études. Et là, pour montrer l'évolution aussi entre 2015 et 2022, les pays développés, en vert, en gros, vous avez les pays qui contribuent plus ou moins à la hauteur de ce qu'ils devraient, et en rouge, ceux qui ne contribuent pas du tout à l'échelle de ce qu'ils avaient promis. Donc, ça évolue aussi, ça beaucoup d'une année à l'autre, parce qu'effectivement, l'aide au développement de certains pays dépend de leur situation macroéconomique. Donc, des pays, quand ils sont en crise économique, ils coupent en général l'aide au développement. Et donc ça c'est très intéressant à regarder parce que ça permet de voir qui, en gros, fait les efforts qu'il a promis de faire pour le transfert de technologie, le transfert de financement et d'autres types d'aide. Ça, on le regarde de plus en plus depuis qu'on commence à, on va dire, scruter, monitorer l'aide au climate finance. On regarde qui fait les efforts et qui devrait faire plus d'efforts. Surtout les ONG regardent ça. L'OCDE a aussi cette comptabilité. Donc ça, je l'ai mis juste pour montrer que ça évolue d'une année à l'autre, comme vous pouvez
Donc voilà, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si je vais au bon rythme ou si je vais trop vite ou trop lentement. Mais s'il y a des questions, on pourra revenir sur certains slides. Hein. Je passe très vite sur certaines notions, mais je ne sais pas si vous les avez déjà ou pas. Donc n'hésitez pas à poser des questions par la suite et je reviendrai sur les présentations. Frédéric, je recommanderais de prendre quelques questions. Dans le Q&A, à date, je n'ai pas encore reçu de questions. Je ne sais pas en salle, Dr. Everson Calixte, avons-nous des questions dans la salle? Oui, bonjour à tous et à toutes. Avez-vous des questions pour M. Verdol? Voilà, pas encore il n'y a pas de questions de la salle. Et vous pouvez avancer, Hussein. Ok, très bien. Je n'ai pas de questions non plus dans le Q&A. Donc, je vais vous laisser continuer, M. Verdol. D'accord. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait de parallèle avec ce qui se passe en Haïti, mais aussi n'hésitez pas à me demander les points que je présente. Quand je sais, je pourrai répondre. Quand je ne sais pas, je saurai vers qui vous orienter. Mais évidemment, tout ce que je dis là se translate sur la situation en Haïti par exemple, les financements climat en Haïti. Aujourd'hui, il y en a, ça existe. Et donc typiquement, ce genre de choses, on peut en discuter aussi, si vous le souhaitez. Donc là, sur les exemples de pays qui ont entamé leur transition énergétique, ici en préambule, je dirais que certains pays font une transition énergétique parce qu'ils dépendaient beaucoup ou trop d'un certain type de combustible et donc ils souhaitent diversifier leurs sources de production d'énergie et d'électricité notamment. Pas parce qu'ils n'ont plus ce combustible, mais juste pour des questions de diversification de risques. Quand vous voyez que l'Arabie Saoudite fait beaucoup de solaire aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils n'ont plus de pétrole, c'est juste parce qu'ils voient qu'à moyen et long terme, ça va leur être bénéfique, étant donné le coût du solaire. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles un pays fait sa transition énergétique. La plupart du temps, c'est pour des raisons climatiques, mais maintenant de plus en plus pour des raisons économiques et aussi pour des raisons stratégiques. La Corée du Sud a investi énormément dans les batteries. C'est pas parce qu'ils adorent stocker l'énergie, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'industries qui fabriquent des batteries. Et donc, pour arriver à maturité, ces industries avaient besoin d'une certaine masse critique. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un pays peut faire sa transition. Et on pourra revenir là-dessus en fonction de vos questions. Je vais m'appesantir sur le cas de l'Afrique du Sud parce que, pourquoi c'est un cas qu'on aime présenter? Parce que c'est un pays qui a un très grand niveau de transparence dans ce qu'ils font et donc il y a beaucoup de données disponibles. Et donc ça c'est l'avantage. Comme il y a beaucoup de données disponibles, on peut analyser ex post ce qu'il s'est fait et on peut regarder les enjeux, les enseignements qu'on peut en tirer. Mais évidemment, chaque pays est unique et chaque cas est différent. Et donc, la transition énergétique sur un système insulaire ne pourra pas être la même que la transition énergétique dans un pays qui est connecté aux voisins. On a des enjeux de souveraineté énergétique, des enjeux d'importation de combustible et des enjeux aussi de dépendance aux voisins en fonction de comment on s'entend avec son voisin. Donc tout ça, ça joue beaucoup sur la transition d'un pays. Certains pays font une transition justement pour éviter de dépendre du voisin. Vous le voyez beaucoup avec la Russie et l'Europe sur le gaz. Donc voilà, l'Afrique du Sud, pays historiquement qui a utilisé beaucoup de charbon pour son développement. Je ne sais pas si vous savez, mais les 2/3 de l'or qui circule sur les marchés mondiaux vient de la région de Johannesburg et la plupart de cet or a été extrait grâce
aux centrales au charbon qui ont été construites dans les années 60 et 70. Donc c'est de là que vient le mix électrique de l'Afrique du Sud, très carboné parce que le pays a beaucoup de mines de charbon qui sont quasiment à ciel ouvert, vous n'avez même pas à creuser. Et donc du coup, ça s'est développé beaucoup. Dans les années 1980, c'était l'électricité la moins chère du monde, 4 centimes du kilowattheure, tellement peu cher que toutes les industries se battaient pour venir en Afrique du Sud, l'industrie automobile notamment. La plupart des producteurs d'automobiles ont une usine en Afrique du Sud, BMW, Mercedes, Peugeot, tous, quasiment tous. Et donc ensuite, le pays s'est développé grâce à ça. Ensuite, la chose importante à savoir, c'est que le pays a également des énormes ressources éoliennes, solaires, hydroélectriques, gaz et dans d'autres domaines. Donc en 2019, l'Afrique du Sud a décidé de faire un tournant majeur et a dit qu'il faut qu'ils transitionnent. Donc en 2019, ils ont tablé qu'ils allaient intégrer 30 000 mégawatts d'énergie renouvelable à 2030. Le chiffre paraît astronomique, mais en fait, la puissance de pointe, la consommation de pointe en Afrique du Sud est de 32 000 mégawatts. Et la puissance installée de charbon est de 42 000 mégawatts. Et donc, quand ils ont décidé d'entamer cette transition-là, c'était pour des questions climatiques, premièrement. Le charbon, non seulement c'est le pays le plus polluant de l'Afrique, l'Afrique du Sud émet 40% du CO2 de tout le continent africain, mais également ça commençait à impacter leur économie. Quand vous avez un consommateur comme l'Europe qui dit qu'il va arrêter d'acheter vos produits parce qu'ils sont trop carbonés, ils ont trop de CO2 par kilo ou par dollar ou par euro, il faut commencer à réfléchir à votre transition énergétique et à dire stratégiquement, sachant que ça prend du temps, je devrais commencer maintenant. C'est pour ça que la transition énergétique des pays en développement, c'est aussi un aspect stratégique. C'est-à-dire, on sait que ça prend du temps. Plus le pays est gros et plus ça va prendre du temps. C'est comme si vous avez un gros navire pétrolier que vous devez faire tourner à 90 degrés. Vous n'allez pas faire un demi-tour comme dans la rue, quoi. Ça prend... Un tanker comme ça prend 1,5 km pour faire demi-tour. Donc là, c'est pareil. La transition énergétique d'Afrique du Sud, ça va prendre 25, 30, 35 ans minimum. Donc, ils ont commencé en 2019 et ils ont installé, ils ont d'abord fait un plan directeur qui a dit comment ils allaient faire. Dès 2019, ils ont commencé à parler de stockage de batteries. À l'époque, ce n'était pas au même prix que maintenant, mais ils ont décidé stratégiquement d'aller vers les batteries. C'était le premier, d'ailleurs, à ma connaissance, pays, pas seulement d'Afrique, mais de beaucoup de pays, à mettre le stockage dans leur master plan. Les autres pays ne l'avaient pas fait. Et donc, ensuite, ils ont dit, on va faire de l'éolien, on va faire du solaire et on va développer l'hydroélectricité également. Donc voilà, vous voyez ici la trajectoire souhaitée. On va aller dans le détail maintenant pour voir comment ça s'est fait. L'autre chose, il me manque ça y est, ok. L'autre chose importante à savoir, c'est que l'ensemble des ressources, par exemple solaires, sont à l'ouest du pays et l'ensemble de la consommation, la plupart, est à l'est. C'est-à-dire les deux points noirs que vous voyez sur la carte ici, Pretoria, Johannesburg, où il y a les centrales charbon. C'est là où il y a la plupart de la conso électrique du pays. Et donc, pour transférer de l'énergie solaire la plus rentable à l'ouest vers l'est, il faut mettre des lignes de transport de 1000 km. Donc, évidemment, ça fait des enjeux assez importants au niveau de coûts de réseau. Et tout l'enjeu était pour l'Afrique du Sud de faire sa transition énergétique à moindre coût. Donc, comment faire pour produire ou faire produire des producteurs d'électricité pour que ça coûte le moins possible en installation de lignes de transport, de sous-stations et d'autres infrastructures de réseau. Donc, ils ont fait un plan optimisé de production et de transport.
où ils ont montré que, en fait, en 2020, l'énergie allait du charbon vers l'ouest, vers Cape Town, et en 2030, ce sera l'inverse. L'énergie ira principalement de l'ouest, où il y a beaucoup d'éolien et solaire, vers l'est. Ouais. Parce que l'idée aussi, c'est de fermer le charbon en même temps. Et donc là, à la suite de ce plan, sont venues des lois où ils ont créé par des cadres réglementaires des zones incitatives à la production d'énergie renouvelable. Donc toutes les zones en orange ici étaient des zones privilégiées où ils disaient aux producteurs privés, si vous installez une centrale solaire ici, on vous fait une meilleure offre sur le terrain, sur le coût de réseau, sur tous les coûts, parce que nous, ça nous coûtera moins cher en installation de corridors électriques. Donc, en gros, les zones ici, c'est ce qu'ils appelaient des Renewable Energy Development Zones, en gros, des zones privilégiées pour le solaire éolien. Et ils disaient, nous, on a fait un décret, une loi qui incite l'ensemble des acteurs à venir exactement à ces endroits-là, parce qu'on ne veut pas qu'ils se mettent au milieu là. S'ils se mettent au milieu ici, ça va nous coûter trop cher de les raccorder au réseau. Ça a été assez intéressant parce que le pays est vaste au niveau géographique, hein, c'est aussi pour ça. Mais si on fait le parallèle avec Haïti, c'est typiquement le cas. Hein. Si la plupart du potentiel éolien est sur le lac Azoé, vous allez effectuer des incitations aux producteurs pour qu'ils installent une centrale éolienne là-bas. Vous n'allez pas leur dire d'installer une centrale éolienne où il n'y a pas de vent, où le vent est moins fort que là-bas. Donc, c'est exactement le même principe. Ils ont regardé où ça leur coûterait moins cher d'installer le solaire éolien, parce que le but, comme j'ai dit tantôt, c'était d'avoir non seulement l'énergie produite à moindre coût, mais l'énergie consommée à moindre coût, pour faire l'économie fonctionner à moindre coût. Donc voilà, tout ça pour dire que ils ont fait exactement comme on a décrit dans le manuel Banque mondiale, mais avant que le manuel ne sorte. Donc on s'est inspiré d'eux, on va dire. Ils ont fait d'abord la planification, puis le cadre réglementaire incitatif, puis ils ont mis en place des institutions pour faire les appels d'offres, et ensuite sont venus les projets. Quand l'ensemble des partenaires ont vu ça, ils se sont tout de suite mobilisés pour soutenir. Ici, à la COP26, vous avez un accord où les Royaume-Uni, États-Unis, France, Allemagne et Europe se sont mis d'accord pour soutenir la transition énergétique d'Afrique du Sud à hauteur de 8,5 milliards de dollars. Ça, c'est de l'argent concessionnel, donc de l'argent qui coûte moins cher que les prêts dans les banques, qui a aidé à accélérer la transition. Sans ce financement-là, il y aurait eu de l'argent, évidemment, mais ça serait venu du secteur privé, des banques et d'autres secteurs. Le gouvernement n'avait pas les moyens de mettre cet argent-là sur la table au moment où il voulait accélérer. Donc, ça a été comme un booster qui a accéléré. Et en plus de ça, la partie verte, c'est une partie de fonds climatiques, Climate Investment Fund, qui a encore plus accéléré et aidé à fermer le charbon. Donc, tous les endroits où il y a du charbon, ce fonds-là, ACT, permet au pays de fermer et de déconstruire leurs centrales charbon. Donc, tout ça mis ensemble, avec le projet Banque mondiale ici en bleu, a permis à l'Afrique du Sud de vraiment accélérer de manière conséquente, juste après Covid, leur transition énergétique. Pourquoi je présente tout ça? Parce que les choses se sont faites dans un ordre qui est assez, ce qu'on appelle vraiment un cas d'école de ce qui peut marcher bien. Tout n'a pas bien marché, hein, mais ça a très bien fonctionné. Et l'impact, il est là. L'impact, quand l'Afrique du Sud a fait les différents appels d'offres, ici, ce qu'on appelle bid windows en abscisse, ce sont les différents appels d'offres éoliens et solaires. À chaque nouvel appel d'offres, le coût des offres baissait. De la même façon pour les batteries, chaque nouvel appel d'offres, le coût des batteries baissait. Et donc, on est arrivé à des coûts très, très, très compétitifs sur le plan national. À partir du troisième appel d'offres, on était l'équivalent du coût du charbon et ensuite, on est passé en dessous du charbon.
Donc le coût investissement et production des énergies renouvelables est passé en dessous du coût variable, c'est-à-dire du coût du combustible charbon seul. Donc ça veut dire que même vos centrales charbon qui étaient amorties, elles devenaient moins rentables que des nouveaux projets solaires. Donc à partir de ce moment-là, l'économie d'Afrique du Sud a vraiment décollé au niveau on va dire de la production solaire éolienne. Il y a des usines de fabrication de panneaux solaires qui se sont installées dans le pays. Il y a toute une chaîne de valeur qui se crée. Quand vous avez des projets comme ça, de transition énergétique qui viennent dans un pays, ça agglomère tout un tas de projets autour. La chaîne de valeur se crée et vous avez toute une économie qui se crée autour. C'est un peu l'autre enjeu de la transition énergétique dans un pays. C'est que c'est pas seulement pour faire de l'énergie pas chère, c'est également pour faire des emplois derrière, qui sont localisés dans le pays. Et donc là, cerise sur le gâteau, le pays en 2021 avait un gros problème, avait 300 jours de coupure d'électricité par an. Le président à l'époque a vu qu'il y avait de très fortes, un cadre réglementaire très lourd pour installer du solaire, notamment du solaire en toiture. C'est-à-dire, vous étiez une maison, vous étiez un particulier, vous ne pouviez pas mettre des panneaux solaires comme ça. Il fallait vraiment beaucoup d'efforts, on va dire, réglementaires. Ils ont enlevé ce cadre réglementaire du jour au lendemain. Les chiffres là, c'est des mégawatts par trimestre. Du jour au lendemain, vous avez eu un pic d'installation en Afrique du Sud. Et ça a quasiment sauvé l'économie du pays. C'est-à-dire, en 3 ans, le pays a installé presque 7000 mégawatts de solaire en toiture. Quand vous savez qu'il y avait 6000 mégawatts d'énergie non desservie, de clients non desservis, aujourd'hui, le pays n'a plus de coupure d'électricité. Et ça a créé 10 000 emplois de personnes qui installent des panneaux solaires et qui fabriquent des panneaux solaires dans le pays. Donc, et ça a été un décret de 1 page. Donc, en gros, c'est pour vous montrer le poids, parfois, d'un cadre réglementaire. Quand il est trop restrictif, il bloque toute l'économie d'un pays. Et de l'autre côté, quand il est incitatif, il débloque tout le pays. Donc ça, c'était le cas d'école qu'on montre aussi aux autres pays pour dire, c'est pas pour dire de faire la même chose, mais c'est juste pour dire, allons réfléchir ensemble à qu'est-ce qui est le levier principal de votre transition énergétique, qu'est-ce qui aujourd'hui vous bloque, vous empêche de faire la transition, et qu'est-ce qui peut vous débloquer demain et faire que les acteurs du pays vont eux-mêmes amorcer la transition énergétique sans même que vous ayez à les financer. Avant de passer à l'Amérique latine, M. Verdol, peut-être on va prendre 2-3 questions. Je vais commencer, j'ai quelques questions dans le Q&A, juste dire, moi ce que j'ai retenu à date, c'est vraiment important de voir comment on peut intégrer au mieux, comment on peut s'intégrer au mieux dans le processus de développement des filières pour pouvoir décarboner et que ça ne concerne pas uniquement le système, le réseau, le système énergétique en fait. Ça peut se faire dans d'autres domaines également. Et le deuxième point que j'ai beaucoup apprécié, c'est au-delà de l'énergie bon marché, vous l'avez très bien mentionné, la transition énergétique également peut créer une chaîne de valeur et également il y a du développement économique qui s'ensuit logiquement. Je vais commencer avec la première question de M. Jackie Petithomme. Pourquoi de nombreux pays, en particulier les pays en développement, comme l'ont mentionné plusieurs conférenciers, privilégient-ils les systèmes de stockage d'énergie de type BESS, donc je présume qu'ils parlent de batterie, étant donné la diversité des technologies de stockage existantes, dont certaines sont plus performantes ou plus écologiques? Qu'est-ce qui explique cette priorité accordée au BESS? Merci pour cette question. Alors ça, c'est une question purement de choix technique, choix de technologie. Et donc,
en général, les choix de technologie sont liés au coût. Pourquoi les batteries énergie storage systems, donc les batteries containerisées au lithium principalement, sont privilégiées, c'est parce que c'est la technologie la plus mature, tout simplement. Et donc, c'est la plus facile et plus rapide à installer, c'est la plus rapide à livrer. Et avec Monsieur Allian et professeur Calix, on peut vous raconter des histoires sur comment c'est difficile de se faire livrer une batterie au lithium en Haïti. Donc, c'est la plus facile à installer, à se faire livrer, à commander et à fabriquer. Évidemment, elle répond à certains besoins. Les batteries au lithium de type de BESS, ça vous permet de stocker de l'énergie entre 2 heures et 4 heures et après vous devez la recharger. Au-delà de 4 heures, il y a d'autres technologies qui deviennent plus rentables, des batteries à longue durée. Et en dessous d'1 heure, il y a des batteries, des systèmes de capacité ou des volants d'inertie qui sont plus rentables. Donc, en fonction de... Et là, c'est la question typique que me posent beaucoup de ministres de l'énergie. Ils me disent, mais quelle batterie je dois acheter? Et ma réponse typique, c'est ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire avec. La batterie, c'est un couteau suisse. Et en fonction de si vous voulez le tire-bouchon ou les ciseaux, eh bien, vous allez utiliser différentes batteries. Donc, clairement, là, il n'y a pas de réponse type sur les stockages. La vraie réponse, c'est commencer par identifier quels usages vous voulez faire avec votre batterie. Si c'est pour lisser de l'intermittence solaire, c'est un certain type de batterie. Si c'est pour faire varier votre batterie à la milliseconde près pour faire la variation de fréquence sur le réseau électrique, c'est un autre type de batterie. Si c'est pour se déplacer un gros volume d'énergie éolienne du matin au soir, c'est encore un troisième type de batterie. Donc, en fonction de ce que vous voulez lui faire faire, il y aura une technologie privilégiée. Le fait est qu'aujourd'hui, la plupart des technologies sont, on va dire, fiables au niveau technique. Il y a eu des problèmes par le passé de sécurité, notamment d'incendie. Et ça, ces problèmes-là sont passent d'être résolus complètement. Et la plupart des technologies sont rentables économiquement surtout. Donc aujourd'hui, vous avez de l'éolien plus batterie qui est très, très, très rentable et qui est équivalent à une centrale thermique en fait. Parce que ça peut stocker un tel volume d'énergie que c'est équivalent à une centrale diesel. Donc voilà, donc la réponse à ça, je pense que on peut regarder dans le détail sur votre question, mais la réponse à ça, c'est parce que les batteries lithium de type BESS sont les plus répandues. Et peut-être la question sous-jacente, c'est pourquoi elles sont les plus répandues? Ben, c'est tout bêtement parce que ce sont les batteries qui ont été utilisées pour les véhicules électriques. Donc, la R&D sur les véhicules électriques a été telle, en Chine notamment, que on a commencé à assembler ces batteries de véhicules électriques dans des containers pour en faire des batteries grid scale pour mettre sur le réseau. Et c'est grâce à ça que les batteries BESS sont devenues rentables très très vite. Les premières batteries réseau que j'ai vues, c'était dans les années 2010-2012. À l'époque, elles n'étaient pas rentables du tout, mais à certains endroits, elles répondaient à un besoin très très important. Au jour d'aujourd'hui, elles sont rentables quasiment partout. Je connais très très peu de systèmes électriques qui peuvent dire « moi, j'ai pas besoin de stockage parce que c'est pas rentable ». Quasiment tous mettent des batteries. Et juste pour finir sur les batteries, aujourd'hui, la transition énergétique fait que certains pays qui utilisaient beaucoup de génératrices en backup, mais qui n'avaient pas 24 heures d'électricité de coupure, quoi. Typiquement l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ils font des coupures tournantes de 3 heures. Donc, des fois, vous êtes coupé 3 heures, c'est revenu 3 heures, après coupé 3 heures encore. Et bien là, c'est exactement un endroit pour mettre des batteries au lieu de mettre un backup diesel. Quand vous êtes chez vous ou bien quand vous avez un supermarché ou un magasin, au lieu d'acheter une génératrice, vous achetez une batterie qui se recharge quand le courant revient et qui fait le backup quand le courant repart.
Et là, en Afrique du Sud, aujourd'hui, il y a 3000 mégawatts de batteries qui sont installées derrière le compteur, c'est-à-dire chez le client. Il y a 3000 mégawatts de batteries qui servent de backup au lieu de mettre un groupe diesel. Donc voilà, c'était une longue réponse sur une question courte, mais comme les batteries, c'est le secteur que je connais assez bien, donc là, j'aime beaucoup ces questions. Merci. C'est bon, je vais encore prendre 2 questions en ligne. Entre-temps, docteur Evenson Calix, s'il y a des questions à la salle, on pourra en prendre 1 ou 2 après. La prochaine question nous vient de monsieur David Parisien. Tout le monde reconnaît aujourd'hui l'importance cruciale d'aller vers une transition énergétique pour limiter les impacts du changement climatique, surtout pour les pays les plus vulnérables. Mais comment concilier cette nécessité globale avec le fait que les pays déjà développés ont bâti leur richesse pendant plus d'1 siècle sur le charbon et le pétrole, en connaissant leurs effets sur l'environnement, et continuent parfois d'utiliser ces énergies tout en demandant aux pays en développement d'adopter rapidement des solutions plus propres? Comment éviter que cette transition devienne une nouvelle forme d'inégalité historique? Excellente question, c'est le nœud des discussions sur la transition énergétique aujourd'hui. Cette question-là, on se l'est posée en interne chez les bailleurs, clairement. Il y a des bailleurs notamment qui ont un peu, je ne vais pas citer de nom, mais qui sont un peu schizophrènes parce qu'ils ont chez eux beaucoup de charbon et de l'autre côté, ils disent aux autres pays, surtout, on ne vous donnera pas $1 pour faire du charbon ou du pétrole, on vous donne que pour faire des renouvelables et d'ailleurs, vous ne devriez même pas faire de charbon. Bon, pour être pragmatique, nous, ce qu'on a fait côté Banque mondiale, je parle que pour le groupe Banque mondiale et pas pour les autres. Côté Banque mondiale, on a regardé de manière très pragmatique, est-ce que l'utilisation d'énergie fossile pour certains pays va dans le bon sens, c'est-à-dire va dans le sens de la décarbonation. Quand c'était le cas, on a soutenu cet effort. Je donne des exemples au Mozambique, au Sénégal, en Mauritanie. Ces pays-là sont producteurs de gaz naturel et veulent utiliser leur gaz local, qui est moins cher, pour remplacer leur fuel lourd et leur centrale au fuel lourd. Ça divise par 2 le contenu carbone de leur kilowattheure. Donc clairement, nous, on a parié sur ce fait-là que l'énergie, non seulement quand elle est locale, c'est-à-dire moins chère, elle vient du sous-sol du pays, donc ça aide à faire du développement dans le pays, et qu'en plus, ça contribue à la décarbonation, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne soutiendrait pas cette technologie. Donc, du coup, côté Banque mondiale, là-dessus, on a un peu changé le fusil d'épaule parce qu'on était un peu frileux sur cet aspect-là, mais maintenant, on soutient ces pays. Il y a d'autres endroits où on peut regarder la chose différemment. Votre question, on peut la regarder sous l'aspect si les pays en développement font une approche totalement technologie propre, il faudrait qu'ils soient compensés à la hauteur des efforts qu'ils font pour ne pas faire des technologies dites classiques. Je m'explique. Un pays qui a des ressources en pétrole, un exemple proche de Haïti, le Guyana, qui a trouvé des énormes ressources de pétrole, ce pays-là a décidé de ne pas utiliser ce pétrole pour faire son électricité. C'est un choix qui lui coûte cher parce qu'il importe des panneaux solaires qu'il ne fabrique pas dans le pays. Il aurait pu acheter une centrale au fioul pas cher et puis avoir du fioul pas cher. Donc cet effort-là que le Guyane a fait, personne ne le compense pour ça. On pourrait penser que le Loss and Damage Fund, le fonds de compensation des pertes et dommages des pays qui justement n'ont pas créé le changement climatique mais qui le subissent, on peut penser que ce fonds-là va compenser un jour le Guyana pour l'effort qu'il fait. Donc, question très importante et qui mérite un débat beaucoup plus long. Mais la réponse courte, c'est que je suis d'accord avec vous, demander à ces pays de faire l'effort
ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est de dire à ces pays, vous avez des options énergétiques. Voici une option qui est aujourd'hui la moins chère, mais comme vous n'êtes pas en capacité d'investir dans ces technologies les moins chères, on vous donne un coup de pouce pour pouvoir accéder à ces technologies propres de manière plus rentable. Je pense que c'est l'approche qu'on devrait tous avoir. Après, si le pays décide quand même d'aller vers le diesel et le fuel, oui, il peut évidemment le faire. Et d'ailleurs, on a vu ça dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays ont dit, bon, ben, je sais que j'ai des financements pour faire du solaire, mais je veux quand même une centrale au fuel parce que je ne peux pas me permettre d'avoir des coupures de courant. Et donc, je préfère avoir une centrale au fuel tout de suite que de centrales solaires demain. Donc voilà. Donc, très bonne question. C'est une question un peu géostratégique. Mais côté Banque mondiale, on a une approche très claire là-dessus. Si ça contribue à la décarbonation, on le fait. Des côtés d'autres bailleurs, il y a une approche un peu plus, je dirais, dogmatique. Voilà. Okay, merci beaucoup, M. Verdol. Je vois qu'il nous reste quand même beaucoup de questions sur le cas de l'Afrique du Sud spécifiquement. Donc, je prends une dernière question. Donc, ce que je vais proposer, c'est qu'il y a quand même des questions qui reviennent beaucoup sur les modes de financement. Peut-être qu'on pourra voir ces questions-là à la toute fin. On pourra les considérer pour toutes les régions que vous allez adresser. Donc, une question de M. René-Jean Jumeau. Pouvez-vous nous parler brièvement des challenges techniques rencontrés par l'Afrique du Sud pour l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau existant? Merci pour cette question et bonjour René. L'Afrique du Sud a eu deux types de challenges. Le premier qui était technique, comme on a vu, les endroits où les ressources éoliennes et solaires sont situées ne sont pas les endroits où la consommation se situe. Et donc, ça demande, si mes souvenirs sont exacts, l'impact sur le coût de développement des lignes de transport d'électricité était de l'ordre de 10 milliards de dollars supplémentaires par rapport au coût de développement normal du réseau de transport. Donc en gros, ça veut dire que si l'Afrique du Sud avait fait sa transition énergétique à plein et avait tout misé sur l'éolien solaire situé à l'ouest du pays, ils auraient dû sortir 10 milliards de dollars en plus pour faire les corridors électriques et alimenter Johannesburg, Pretoria et Durban. Évidemment, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont eu une approche mixte en disant on préfère avoir des centrales solaires moins rentables, qui ont moins de kilowatts par mètre carré, mais qui sont plus proches de mes réseaux existants. Et donc, ils ont optimisé réseau et production. Donc ça, c'est un premier challenge qui était technique et qui a demandé vraiment de se gratter la tête sur où est-ce qu'on met les batteries, où est-ce qu'on met les centrales solaires de manière optimale. Et tout ça avec un secteur privé qui était déjà en pleine action. Donc ça a été assez... Le fait que l'Afrique du Sud fait ça de manière transparente, ça les a aidés beaucoup, hein, parce que ça a apporté de la visibilité et les différents acteurs ont su exactement ce qu'ils avaient à faire. Le deuxième challenge est beaucoup plus historique. Comme vous savez, l'Afrique du Sud est un pays qui a connu le régime de l'apartheid. Et donc, après l'apartheid, le système financier et le système et les producteurs privés locaux de technologies propres étaient tous propriétés ce qu'on appelle les Afrikaners, c'est les Sud-Africains blancs. Donc ça a posé un énorme problème, étant donné que les lois sud-africaines interdisaient d'avoir du développement économique s'il n'était pas avec une priorisation de chefs d'entreprise et d'entreprises qui étaient non africanais. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu deux choses qui se sont passées suite à ça. La première chose, c'est que le système financier
à aider à faire monter en compétences et en puissance des entreprises locales avec des jeunes entrepreneurs qui étaient pas encore dans le secteur, et à aider à faire monter ces entreprises. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises comme, je vous donne des noms, il y en a beaucoup et je les oublie maintenant. Donc, des entreprises qui se sont créées de zéro et qui ont aujourd'hui exportent, c'est-à-dire font des projets solaires en Ouganda, au Zimbabwe, même en RDC, à partir d'Afrique du Sud. Et donc ça a été un des bienfaits de la transition énergétique en Afrique du Sud. Ça a diversifié l'ownership, c'est-à-dire les propriétaires des projets solaires, éoliens et hydro. Une autre chose que ça a créé, un autre challenge, c'était comment on peut développer des projets tout en sachant que le coût de la technologie baissait. Vous avez vu je vais remettre ce graphe-là, les premiers appels d'offres, les technologies étaient beaucoup plus chères que les suivants. Et effectivement, les personnes qui ont fait ces premiers appels d'offres, après 10 ans, ils étaient à des coûts beaucoup plus élevés que les autres centrales solaires. Et la question que se pose tout le monde dans les médias, c'est pourquoi on laisse ces gens-là avec des offres comme ça? C'est parce qu'on a négocié l'offre sur 25 ans et qu'on ne peut pas toucher à ce prix, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de questions sur ces choses-là. Comment on peut renégocier des appels d'offres, des contrats qu'on a déjà négociés par le passé. D'ailleurs, l'Afrique du Sud est en pointe sur ce. Comme ils ont un gros portefeuille de projets, il y a plus de 600 projets maintenant en Afrique du Sud. Ils ont quand même beaucoup de retours d'expérience sur ça, sur comment on peut faire pour renégocier des appels d'offres, dire à ceux qui étaient les premiers ici, si vous installez une batterie, on peut renégocier votre contrat, leur allonger et baisser le coût. Donc tout ça fait partie des discussions. Et le dernier challenge, c'était sur de la transition énergétique, c'est sur ce que j'appelle les perdants de la transition. Comment s'assurer que les personnes qui vivaient de l'économie du charbon, de la filière charbon, continuent à avoir un métier à vivre. Et donc, là, il y a eu de gros efforts du gouvernement pour faire ce qu'on appelle de la réadaptation, du reskilling en anglais, pour reformer les personnes qui travaillaient sur la filière charbon et qui allaient perdre leur emploi du fait de la baisse du charbon. Notamment les transporteurs de charbon. Il y a 60 000 camions aujourd'hui qui transportent du charbon en Afrique du Sud vers les centrales électriques. Donc là, c'est facile, ce sont des transporteurs par camion, donc on a pu les recaser dans d'autres secteurs productifs. Moins facile, c'était les mineurs de charbon qu'il a fallu reformer pour aller travailler dans les mines qui produisent des minéraux pour les batteries, par exemple. Donc l'Afrique du Sud est numéro 1 dans le manganèse qui sert pour les batteries. Donc il y a eu un énorme effort pour reconvertir des mineurs de charbon en mineurs de minéraux lithium et manganèse. Et ça c'est aux frais de l'État, hein. C'est-à-dire c'est un coût que le secteur privé n'a pas voulu endosser. Le secteur privé a dit, si ma mine de charbon ferme, je m'en lave les mains et moi je ferme la mine et les mineurs adviennent que pourra. C'est l'État qui a dit, c'est moi qui ai voulu faire cette transition, donc c'est moi qui paye la reconversion. Donc là aussi, ça a un coût, c'est le coût dont je vous parlais de la transition énergétique. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Merci beaucoup, M. Verdol. On va dans la salle avec Dr. Calixte. Oui, merci. Hussein, avez-vous des questions? Bonjour à tous. Et je suis Louis-José Maxon, étudiant à l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti, UNASMO. Ma question est la suivante. En tenant compte des facteurs sécuritaires et économiques actuels en Haïti, comment est-ce qu'on pourrait envisager s'engager vivement vers une telle transition? Moi, je dirais
premièrement, que les facteurs sécuritaires incitent à aller vers cette transition. Donc, bon, vous abordez un peu un point que j'ai mis en conclusion, mais en conclusion, j'ai demandé quelle transition énergétique pour Haïti, avec un point d'interrogation, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas la réponse en tout cas. Je sais que beaucoup de gens ont des réponses déjà et que les réponses varient en fonction de à qui vous demandez. Moi, ce que je dirais, plusieurs principes. Le premier principe, c'est aujourd'hui, on a un double enjeu. Électrifier la population, apporter l'électricité où elle n'y est pas encore, et faire une transition énergétique vers des moyens de production qui utilisent les ressources naturelles du pays. Aujourd'hui, les ressources naturelles du pays, c'est l'hydroélectricité, l'éolien, le vent et le soleil, principalement. Donc, si on veut faire la transition énergétique tout en faisant l'accès à l'électricité, c'est un double effort. Un triple effort si on considère que aujourd'hui on part d'un équilibre qui est très très stable en Haïti, c'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui fournissent de l'électricité en Haïti ont toutes les raisons du monde pour vouloir que le système ne transitionne pas. Donc, comment inciter ces acteurs économiques à faire la transition? Plusieurs choses, plusieurs pays l'ont fait. Soit vous leur donnez des incitations à changer de technologie, soit fiscales, soit autre type d'incitation, soit vous leur donnez des contraintes réglementaires, c'est-à-dire des taxes sur l'importation de fuel, mais ça se répercute sur la population finale, donc c'est pas la bonne idée. Donc clairement, les incitations sont la chose à faire. Maintenant, les facteurs sécuritaires, comme j'ai dit, ils incitent à faire la transition. Plus vous avez des moyens de production qui sont indépendants d'une chaîne d'approvisionnement en combustible, qui dépendent que du soleil, par exemple, plus vous serez indépendant de tout aléa de rupture de chaîne d'approvisionnement en fuel. Et les facteurs économiques, ils sont là également. À ma connaissance, en tout cas, quand moi j'étais en Haïti, il y a eu un plan directeur, un schéma directeur qui a été fait, 2017-2030, si je me souviens bien, qui montrait que la technologie solaire, déjà en 2017, était la moins chère. Donc maintenant, aujourd'hui, en 2025, je pense qu'elle est d'autant plus la moins chère. Donc les facteurs économiques, ils sont là. C'est si on peut faire des usages productifs à partir de projets de transition énergétique, je pense que le tout sera de jumeler l'ensemble des choses, c'est-à-dire Haïti a besoin de data centers, comme tous les pays du monde, pour stocker ses données. Ces data centers seront adossés à une centrale solaire qui est à côté. De la même façon, les principaux sites de manufacture pourront utiliser des technologies qui sont à énergie renouvelable. Ce que j'essaie de dire, c'est que faire de l'électricité pour faire de l'électricité, c'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, je pense que la transition énergétique en Haïti va passer par une réflexion plus systémique qui va englober les usages productifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ces électrons, quelle production de valeur qu'on fait avec cette électricité qui permet à l'économie du pays de décoller. Et là, ça va vous justifier votre transition énergétique. Je m'arrête là, je sais qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais clairement, ne pas sous-estimer dans cette transition énergétique en Haïti la prise en compte des personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'intérêt à ce que cette transition se fasse. Parce qu'il faut les prendre en compte, sinon la transition ne se fera pas. Je m'arrête là. Merci beaucoup, M. Verdol. Je vois qu'il nous reste 25 minutes pour votre intervention. Donc, je suggère que vous continuez avec la présentation, puis on prendra une deuxième ronde de questions à la toute fin. Très bien, merci. Je vais avancer plus vite, comme ça on pourra avoir du temps pour les questions. Ici,
Ok. Ici, pour l'Amérique latine, ce que je souhaitais juste dire, et vous l'avez abordé, Monsieur Suprême, c'est le fait que la transition énergétique ne concerne pas uniquement l'électricité, mais également les autres filières. Par exemple, en Amérique latine, ça c'est un tableau que j'ai pris d'un dernier rapport de l'IRENA. La transition énergétique en Amérique latine, l'Amérique latine est déjà à 71% à énergie renouvelable sur leur système électrique. Donc, clairement, l'enjeu ici, c'est d'électrifier les usages non encore électriques et les usages qui sont carbonés dans l'économie d'Amérique latine, notamment les transports, notamment les autres usages qui utilisent de l'énergie thermique à partir de fuel, les cimenteries, les manufactures et d'autres usages comme ça, les blanchisseries, les boulangeries, peu importe. Et donc électrifier tous ces usages-là, tout en gardant un taux d'énergie renouvelable important dans les pays, va permettre la transition énergétique plus complète, on va dire, de toute l'économie. C'est ça, ce slide-là, c'était juste pour illustrer ce fait-là, que certains pays qui ont déjà un taux important en énergie propre sur leur système électrique peuvent aller encore plus loin en mettant les autres secteurs, transport et autres, également en énergie propre. Et si on fait la translation sur Haïti, ça peut également passer par utiliser. Aujourd'hui, on travaille dans des endroits comme le Kenya, on travaille sur des transports par bateau sur des lacs qui ont des grandes distances, qui ont des distances aussi grandes que Jérémy-Port-au-Prince ou Gonaïves-Port-au-Prince, quoi. Sur des grandes distances comme ça, on a des bateaux électriques, des navettes électriques qui font du cabotage, qui transportent des marchandises, qui font tout en électrique à partir de géothermie du Kenya. Donc, ils décarbonisent, ils font la décarbonation de leur secteur de transport maritime, en gros. Donc, on peut très bien réfléchir à des filières comme ça également. Donc, ça, c'était pour montrer cet aspect-là. Ici, j'en ai parlé un peu, c'est en Mauritanie, on a un pays qui est également très vaste, mais qui a en plus d'avoir des ressources solaires et éoliennes, a des ressources en gaz. Et donc, l'idée de la Mauritanie dans les 4 années qui viennent, c'est de complètement éradiquer leur fuel pour le remplacer à 100% par du gaz et d'augmenter l'éolien et le solaire pour produire de l'hydrogène vert. La Mauritanie, vous voyez, a un potentiel éolien et solaire très, très conséquent. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, la puissance de pointe sur le réseau de Mauritanie aujourd'hui, c'est 512 MW. Ils ont des gigawatts de potentiel. Clairement, utiliser ce potentiel va permettre à la Mauritanie non seulement d'exporter, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que Mauritanie est connectée avec le Maroc, qui lui-même est connecté à l'Europe, et dans le sud, Mauritanie est connectée au Sénégal, qui lui-même est connecté à toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, la Mauritanie a des capacités d'export d'électricité et en plus des capacités de production d'hydrogène vert pour l'export. Ils viennent de signer un accord avec les Allemands pour produire de l'hydrogène vert. Donc, des pays comme ça, leur transition énergétique, c'est pas seulement une volonté, c'est un enjeu économique, comme je l'ai mis dans le titre. Et dernier exemple ici, le Sénégal, je l'ai mis pour montrer vous savez, la dualité on en a parlé un peu, entre transition énergétique et accès à l'électricité. Beaucoup de pays, notamment les pays où je travaille actuellement en Afrique de l'Ouest, on travaille avec eux sur l'électrification, l'accès universel à l'électricité. Et les principaux responsables du gouvernement disent oui, mais comment prioriser entre fournir de l'électricité à nos populations et faire la transition énergétique?
Et la réponse à ça, c'est que les deux vont de pair. Si vous étendez un réseau pour fournir de l'électricité à un village, mais que cette électricité, elle dépend uniquement du fuel que vous importez et que si le prix du pétrole flambe, vous ne pouvez plus alimenter le village, à quoi bon avoir connecté le village? Donc clairement, la durabilité et le faible coût de l'électricité que vous enverrez à ce village est aussi important que l'extension du réseau au village. Il n'y a rien de pire, on en a fait beaucoup d'erreurs comme ça par le passé. Il n'y a rien de pire que d'amener une installation électrique dans un endroit pour qu'il n'y ait pas d'électricité qui arrive dans cet endroit après. Donc là, du coup, ce qu'on fait avec le gouvernement du Sénégal, on travaille sur les deux angles en même temps. L'extension de l'accès à l'électricité aux villages non électrifiés et la transition énergétique, comme en Mauritanie avec leur gaz naturel, l'éolien et le solaire du pays. L'avantage du Sénégal, c'est qu'ils sont très interconnectés avec les autres pays et que donc eux, ils peuvent importer, exporter. Et aujourd'hui, par exemple, avec les niveaux d'hydroélectricité qu'il y a eu en Guinée, la Guinée, c'est un peu le château d'eau de la sous-région en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le Sénégal importe de Guinée, mais demain, on peut très bien penser qu'il exportera de l'énergie thermique à partir de gaz sénégalais. Donc voilà, l'enjeu aussi d'échange d'énergie entre pays est un enjeu important pour la transition énergétique. Donc voilà, j'en viens à la fin de ma présentation. Les principaux messages que je voulais apporter, c'est quand même le fait que c'est un long processus, la transition énergétique, quelle que soit la taille de votre système et de votre pays. On a fait des plans de transition énergétique avec des pays qui ont une puissance installée de 100 MW, comme le Cap-Vert. C'est un plan de transition qui prend 20 ans, aussi longtemps que celui d'Afrique du Sud, parce que ce sont des choses qui prennent du temps à se mettre en place. Comme on a dit, les aspects socio-économiques, s'ils ne sont pas pris en compte, votre transition est un échec. Et ça, on l'a vu dans beaucoup de pays. En Pologne, les mineurs de charbon en Pologne, ils se sont révoltés, ils ont bloqué la transition. Dans beaucoup de pays où c'est mal intégré, comment les personnes qui potentiellement vont perdre de cette transition, comment les intégrer au mieux, à mon avis, ils ne vont pas gagner. On peut discuter sur Haïti, quelles sont les personnes qui... J'aimerais bien que vous me disiez, en fait, à votre avis, quels sont les perdants de la transition énergétique en Haïti. Moi, je pense que dans tous les systèmes, on a les moyens d'en faire une reconversion des potentiels perdants de la transition. Et je dis perdants parce que c'est une mauvaise traduction de l'anglais, mais c'est pas vraiment des perdants, c'est des personnes qui seraient affectées économiquement par la transition. Et le deuxième message, c'est le fait que la transition énergétique aujourd'hui c'est pas contradictoire de faire une transition énergétique pour améliorer les aspects climatiques globaux et pour améliorer la croissance nationale. Il y a un certain temps, on pensait que faire des actions pro-climat nuirait à la croissance parce qu'on avait les moyens de faire une croissance plus rapide avec les technologies fossiles. Aujourd'hui, le fait est que les technologies les moins chères sont les renouvelables. Donc comme ça va de pair, les deux sont. Et donc ma question, voilà, pour ouvrir le débat, ce serait quelle transition énergétique en Haïti? Est-ce que ce serait d'abord augmenter au maximum l'accès à l'électricité, puis faire la transition de la production, ou faire l'inverse, ou faire un mix, ou faire différemment un autre modèle qu'on n'a pas encore pensé? Je sais qu'avec toutes les personnes qui sont dans l'assistance, on a beaucoup réfléchi à ce sujet-là par le passé. Je pense qu'aujourd'hui est on va dire,
paradoxalement, à mon avis, aujourd'hui est une situation privilégiée pour remettre à plat et repenser la façon de faire. Parce qu'il y a une situation très critique, tout le monde le sait. Maintenant, d'une situation critique peut naître un plan qu'on n'avait pas envisagé parce que on ne pensait pas que la situation se dégraderait autant. Donc voilà, peut-être je pose la question ouvertement sur le fait que est-ce que les plans de transition énergétique qu'on a vus dans d'autres pays seraient réplicables en Haïti, et sinon, est-ce qu'on peut faire un plan ad hoc? C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse malheureusement, il faudra qu'on y réfléchisse ensemble. Donc merci à vous pour votre attention, je finis par j'aime beaucoup cette je ne sais pas du tout si c'est une phrase qu'a dite le ministre de l'Énergie d'Arabie Saoudite, mais on lui attribue en tout cas. Et c'est une phrase qui en gros résume bien la transition énergétique pour moi, qui dit que l'âge de pierre ne s'est pas fini avec le monde de pierre, et que donc la transition énergétique, c'est quelque chose qui se prépare avant qu'on atteigne le pic oil ou le pic gaz. Beaucoup de gens disent qu'il faut faire la transition énergétique une fois qu'on aura atteint le pic de combustibles fossiles. A priori, il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait attendre. Donc, je m'arrête là. Merci. Merci encore, M. Verdol, pour votre présentation. Donc, on va recommencer directement avec la salle. Docteur Calixte, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Et je me rappelle, voilà. Et oui, et merci, docteur Suprême. Effectivement, on a des questions au niveau de la salle. Donc, je demande à l'étudiant de se présenter, nom et prénom et institution. Merci. Bonjour, je suis Aubenzon Saint-Fleur, étudiant à la Faculté des Sciences et de l'Université d'État d'Haïti. Ma question est la suivante. Quels mécanismes de financement innovants peuvent accélérer la transition énergétique dans les pays en développement et comment Haïti pourrait-elle mobiliser ses ressources malgré ses contraintes institutionnelles et économiques? Merci. On prend plusieurs questions ou je fais par une? Je pense que ce serait mieux de compiler. On peut prendre deux autres questions de la salle, donc docteur Calixte. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Chilev Dauphin, étudiant en génie électromécanique à l'INASMO. Et je suis ravi d'être ici. J'ai des questions. Comme cela a été déjà mentionné dans les 2 premières journées, pour produire de l'électricité en Haïti, il y a plus de 50 000 groupes électrogènes fonctionnant dans la zone métropolitaine. Pensez-vous pas qu'une telle transition aura un impact négatif sur l'économie haïtienne? Est-ce qu'on peut ignorer ce facteur? Et comment l'État haïtien pourrait-il compenser la perte d'une marché si importante et vente des carburants, maintenance, pièces de rechange liées au groupe électrogène? Merci. Voilà, et docteur Suprême, on va prendre, comme vous l'aviez dit, une 3e question au niveau de la salle, et à ce moment-là, M. Frédéric Verdol pourra répondre à ce groupe de questions. Bonjour, je suis Jean-Kevin Hippolyte, ingénieur, diplômé à l'Université JOC. Toujours concernant le financement climatique en Haïti, on sait que la part de l'aide américaine équivaut presque à la moitié de ce financement.
mais le gouvernement américain a annoncé son retrait de l'accord de Paris et sa non-participation à la COP 30 montre de plus en plus son scepticisme climatique. Quel comportement adopter, quelle stratégie adopter en tant que pays en développement vers la transition énergétique? Merci. Voilà, Frédéric, tu as beaucoup de questions, toi au niveau de la salle. Donc, Merci. Merci pour ces questions. Donc oui, des questions très chargées. Je vais essayer de répondre avec la neutralité qu'on connaît au sein du groupe Banque mondiale, tout en essayant de répondre à vos questions de manière précise. Donc Monsieur Saint-Fleur, les mécanismes financiers innovants, il y en a plusieurs. Ils peuvent être soit de type financier, soit de type, on va dire, technique. Je m'explique. Les contraintes, on les connaît tous. Les contraintes sécuritaires et les contraintes de capacité d'emprunt du pays. Donc, pour les pays qui ont des contraintes de capacité d'emprunt, ce que on préconise pour la transition énergétique, c'est de effectuer des approches les plus compétitives possibles pour avoir la meilleure offre possible. Donc ça, c'est déjà une approche qui est difficile à dire, mais en fait facile à faire. Et on le démontre tous les jours. Je peux vous donner des cas où les autos dans d'autres pays où on a fait un appel d'offres et le prix était 20%, 30% moins cher qu'une offre négociée et que le ministère nous a dit après, oui, si on avait su, on n'aurait pas négocié. Donc ça, déjà, première chose, essayer d'utiliser des mécanismes d'appel à compétition. Deuxième chose, pour éviter les aspects des problèmes sécuritaires, c'est d'essayer d'identifier les meilleurs endroits sur le réseau où on pourrait avoir de telles infrastructures. On peut avoir une approche à la mexicaine. Le Mexique, ceux qui l'ont fait, ils ont mis tous leurs projets solaires dans un même site. Et donc, ils ont un énorme site où ils ont des fermes éoliennes solaires. Et ils font des appels d'offres comme en Afrique du Sud par tronçon, par morceau. Mais tous leurs moyens de production sont au même endroit. Donc, on peut concevoir qu'aux alentours du lac Azvé, on peut avoir une seule ligne de transport qui amène toute l'énergie vers la zone métropolitaine et les moyens de production sont à cet endroit et on met des centaines de mégawatts d'éolien et de solaire là-bas. Ça, c'est un exemple. C'est pas la panacée, mais c'est un exemple. C'est juste pour dire que il y a des moyens de pallier aux problèmes sécuritaires. Les mécanismes innovants, aujourd'hui, ce qu'on fait, je vous donne un exemple, en Guinée-Bissau, on est en train de faire un projet solaire et on fait en gros, au lieu d'un projet solaire 40 millions de dollars, l'État utilise 5 millions de dollars de la Banque mondiale et c'est tout. On a utilisé cet argent-là pour faire quoi? Pour recruter des gens qui font la compétition, pour faire un appel d'offres le moins cher possible. Et le reste de l'argent, on l'utilise pour garantir le paiement. C'est-à-dire, on met cet argent-là en séquestre pour pouvoir servir de garantie de paiement pour que la compagnie qui produit le solaire sache et une garantie qu'elle sera payée quoi qu'il arrive. En général, vu le coût du solaire par rapport au coût du diesel, cette compagnie-là sera payée sans problème. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que pour un minimum, au lieu d'investir nous-mêmes 40 millions, ou l'État, au lieu qu'il investisse les 40 millions lui-même, il a juste utilisé 5 millions et avec ces 5 millions, il a fait le privé financer le reste. Donc aujourd'hui, il y a des mécanismes. On a toute une panoplie de mécanismes différents
soit de garantie de paiement ou de risques autres qui permettent d'utiliser un minimum de financement pour faire un maximum d'effets de levier. On en a côté privé, côté public également. Donc ça, on sera ravis, je pense, le groupe Banque mondiale de poursuivre ces discussions-là, je pense, avec qui veut sur Haïti pour pouvoir regarder comment on fait ça. Mais clairement, on a des mécanismes qui peuvent fonctionner, qui ont fonctionné dans des pays comme le Yémen, la Syrie ou le Congo ou l'Égypte et qui peuvent très bien s'adapter sur la situation haïtienne. Donc, pour la question de M. Dufin c'est typiquement la question que je posais sur les perdants de la transition énergétique. Clairement, aujourd'hui, les personnes qui vendent les génératrices et qui vendent le combustible pour les génératrices, s'il y a de l'énergie solaire majoritairement, ces personnes-là auront moins de parts de marché ou auront moins de ventes. Et encore, ça reste à prouver. Au jour d'aujourd'hui, les endroits où il y a un développement massif de solaire et où il y avait un gros marché de génératrices, le Nigeria par exemple, le nombre de génératrices vendues par an est toujours le même. Donc clairement, il faut qu'on regarde de manière fine, est-ce que ça va vraiment affecter ce marché des génératrices et du fuel, ou est-ce que la transition énergétique, les besoins sont tels, on va dire en énergie, en Haïti et dans la zone métropolitaine en particulier, que toute l'énergie solaire qu'on peut apporter en supplément va être du supplément et les génératrices vont continuer quand même. Donc ça, c'est une question que je pose en retour de votre question. Est-ce que vraiment ces personnes-là, vous pensez qu'elles vont perdre et la question que je pose aussi, c'est compenser ces personnes-là, mais les compenser pourquoi? Ce sont des marchands. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on va prendre des exemples concrets. Je connais des gens en bas de la ville qui vendent des génératrices et à partir de 2015, ces gens-là se sont mis avec des panneaux solaires et aujourd'hui, ils vendent principalement des panneaux solaires. Qu'est-ce qui empêche les vendeurs de génératrices de vendre du solaire? Rien. Et des batteries. Donc clairement, c'est un choix. Donc, s'ils ont des incitations de l'État, au lieu d'avoir des compensations pour passer au solaire, ils passeront au solaire. Et on a eu beaucoup d'endroits comme ça où on a juste mis une exemption fiscale à l'importation de batteries et l'ensemble des acteurs ce que j'appelle de l'écosystème diesel, l'ensemble des acteurs ont transité vers les batteries et le solaire. Donc, on peut très bien envisager quelque chose comme ça. Clairement, là, c'est un énorme marché auquel on parle. Je me souviens avec la BID, il y avait eu une évaluation de la BID qui avait dit qu'il y avait 200 mégawatts sur le réseau de DH. Il y avait 800 mégawatts de génératrices dans les cours des supermarchés, des particuliers. Donc oui, c'est un énorme marché. Mais après, ce marché-là, est-ce qu'il est bien géré? Quand vous voyez qu'une courroie de génératrice, une fois qu'elle est cassée, ça coûte tellement cher de faire venir la pièce que les gens préfèrent acheter une nouvelle génératrice, je me pose la question sur la soutenabilité d'un marché comme ça, quoi. Donc là aussi c'est une question de à quel coût on est prêt à avoir d'énergie et qu'est-ce qui est acceptable pour nous. Si aujourd'hui, moi je suis un supermarché à Pétionville et je préfère avoir du solaire et batterie, pourquoi je continuerai à payer du fuel avec toute la logistique de fuel et le problème de stockage de fuel que ça amène? C'est une question. C'est une bonne question à poser. Je pense que, vu le coût des batteries aujourd'hui, la question se pose vraiment très très fort sur la zone métropolitaine. Et donc la dernière question sur le financement climat. Aujourd'hui, il existe du financement climat en Haïti, avec les fonds Clean Technology Fund et Scaling Up Renewable Energy qui font des projets aujourd'hui avec le gouvernement. Donc clairement, on a des projets dans ce sens-là. Maintenant, le fait que les US n'aident plus les projets,
le fait que les US n'abondent plus à des fonds climat, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a tellement d'entités qui financent des fonds climat que je pense que ce n'est pas vraiment un enjeu. Aujourd'hui, la vraie question, c'est plutôt la deuxième que vous avez apportée, c'est quelle stratégie, comment utiliser au mieux ces fonds climatiques. Et là, la question de souveraineté se pose. Est-ce qu'on préfère utiliser des financements climatiques et faire des prêts pour financer notre transition énergétique, ou est-ce qu'on préfère faire des contrats avec des acteurs privés qui font des centrales solaires et où on fait un système électrique qui fonctionne et qui se paye lui-même? Là aussi, la question se pose, c'est quel mode de développement énergétique on veut pour le pays. On peut continuer à avoir un système énergétique en Haïti sous perfusion de bailleurs externes, mais je ne pense pas que ce soit soutenable. Je pense que le mieux sera d'avoir des acteurs économiques qui sont responsables et qui sont payés en temps et en heure et qui fournissent l'énergie à moindre coût en temps et en heure. Et là, on va commencer à avoir un système vertueux. Se pose encore la question l'an dernier, j'avais fait une intervention au même forum sur les interconnexions avec le pays voisin. La question se pose. Clairement, aujourd'hui, si je veux avoir de l'énergie la moins chère possible, le plus vite possible, c'est l'endroit où l'énergie est la plus rapidement accessible. Donc la question encore se pose. Il y a des pays qui sont en conflit aujourd'hui dans le monde qui font des échanges d'énergie, donc c'est à voir. Mais clairement, l'aspect géopolitique qui est important à regarder avec la transition énergétique, c'est la souveraineté et la sécurité énergétique. Le soleil qui arrive en Haïti, c'est le soleil d'Haïti. Il ne va pas être utilisé par d'autres pays. Pareil pour le vent. Donc, pourquoi ne pas utiliser des ressources souveraines? On n'a pas de pétrole, mais on a des ressources qui sont tout aussi importantes et le fait est qu'elles ne sont pas chères. Donc, clairement, pour des questions de souveraineté, moi, je préconiserais de regarder ces ressources. Merci beaucoup, M. Verdol. J'aime bien les deux derniers points que vous avez mentionnés, la souveraineté et la sécurité énergétique. Donc, quand je regarde dans le Q&A, les questions, vous les avez quand même répondues. Par contre, j'aimerais placer un commentaire sur une des questions où il a été dit, prenant en compte jusqu'à date, aucun pays n'a atteint le développement uniquement avec les sources renouvelables. J'aimerais faire une rectification par rapport à ce commentaire-là pour dire que ce n'est pas complètement vrai, cette formulation-là. Actuellement, au Québec, qui n'est pas un pays, certes, mais une région, ça fait plusieurs années que c'est à plus de 90% d'énergie renouvelable que l'économie fonctionne, que la région fonctionne. Si on regarde l'Islande, le Paraguay, ce sont des pays qui sont complètement, leurs sources d'énergie sont complètement renouvelables. Si je me rapproche un petit peu plus de nous, au Costa Rica, c'est quasiment complètement des sources d'énergie renouvelables. Donc, ce sont des mythes, le plus souvent. Ce n'est pas vrai que qui dit énergie renouvelable dit qu'on n'aura pas de développement économique pour autant. Donc, Monsieur Verdol, je vais vous donner 1 minute pour le mot de la fin. Ce serait quoi votre mot de la fin? Ben, comme d'habitude, ça a été très, très instructif pour moi et très rafraîchissant d'avoir cet échange avec vous. Je vous remercie beaucoup. Et donc, je pense que je réitère mon appel pour dire que les jeunes qui sont intervenus, merci pour vos questions. Et comme vous êtes l'avenir du pays, clairement, on compte sur vous pour trouver des solutions pour pouvoir amener la transition énergétique d'Haïti et sur des bons rails. Vous serez les personnes en première ligne pour faire ça, donc on compte sur vous. Merci à tous. Merci encore une fois, M. Verdol, pour votre participation. Je rappelle que vous êtes bénévole, que vous l'avez fait vraiment de tout cœur. Je vous remercie encore une fois au nom de toute l'équipe et au nom des étudiants et des deux universités, l'Université d'Haïti et l'Université Kiskeya.
On va prendre une petite pause de 9 minutes à peu près pour permettre aux gens dans la salle de se dégourdir un peu, de dégourdir un peu leurs jambes. On va revenir à 10h30